L'endométriose est une maladie gynécologique très fréquente qui touche près de 10% des femmes, mais elle reste très peu connue. Ce soir, dans Santé d'abord, nous abordons le sujet en deux volets. D'abord, mieux connaître la maladie, ses signes cliniques, ses causes et son traitement. Ensuite, nous vous ferons découvrir une association dénommée l'endométriose et nous, dont les membres sont engagés pour la cause des femmes souffrant de ce mal. Qu'est-ce que cette association fait concrètement sur le terrain et quels sont ses objectifs? Tout à l'heure, nous aurons les réponses avec nos deux invités. Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de la santé. Voilà, pour aborder le sujet ce soir, nous sommes avec Dr Kolani Jean-Claude. Il est médecin gynécologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Olive. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau de Santé d'abord. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. D'accord. Surtout que j'ai vu que le décor a changé. Ah, merci beaucoup, docteur. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet typiquement féminin, l'endométriose, docteur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette maladie? J'aime à dire que l'endométriose, pour faire simple, c'est la femme qui a ses règles ailleurs que dans l'utérus. Vous savez, quand ça se passe bien, tous les mois, l'intérieur de l'utérus se prépare tout comme pour contenir, obtenir ou accueillir une grossesse. Et il y a donc une fine membrane qui pousse sous l'effet des hormones. Okay. Cette membrane, qu'on dit tapisse l'intérieur de l'utérus, s'appelle endomètre. Et puis, quand tout se passe bien, qu'il y a grossesse, donc l'endomètre attrape la grossesse et permet à la grossesse d'évoluer. Mais quand il n'y a pas de grossesse, l'endomètre se rend compte de l'absence de bébé et se rend compte qu'il est devenu inutile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se détruit et tombe sous forme de menstruation, sous forme de règles. Et c'est ça, normalement, les règles sortent par en bas, sortent par le col et le vagin, s'extériorisent et on voit. Okay. Pour certaines femmes, on ne sait pas pourquoi, l'endomètre se retrouve ailleurs qu'à l'intérieur de l'utérus. Et quand il est ailleurs, il se comporte comme s'il était dans l'utérus. Il continue par être sensible aux hormones. Donc, au cours du cycle, il se développe tout comme pour obtenir une grossesse. Et quand il n'y a pas de grossesse, il se désintègre et saigne. Mais cette fois-ci, puisque l'endomètre n'est pas à l'intérieur de l'utérus et puisqu'il n'y a pas de sortie par le col, le sang qui s'en découle est emprisonné. Et quelque part dans l'organisme. Ouais. L'organisme se rend compte que c'est quelque chose d'étrange, d'étranger. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que notre organisme est en face d'une situation qu'il ne comprend pas, il réagit. Normalement. Il réagit et crée une situation qu'on appelle l'inflammation. Cette inflammation, ça fait douleur, ça fait gonflement, ça fait chaleur. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on peut comprendre ou retenir de l'endométriose. L'endomètre ailleurs qui saigne, saignement qui n'arrive pas à sortir, qui crée tous les désordres dont on va parler tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, et qu'est-ce qui provoque tout ce désordre dont vous venez de parler? Pourquoi l'endomètre va se retrouver ailleurs que dans l'utérus? En réalité, si on veut être pragmatique, toutes les femmes devraient avoir l'endométriose. Parce que si vous vous souvenez bien du schéma de l'appareil génital de la femme, en bas de l'utérus, c'est le col. C'est l'orifice par lequel les règles sortent. Mais en haut,
il y a ce qu'on appelle les trompes. C'est ces vertus par lesquelles le spermatozoïde monte. Donc c'est normalement ouvert. En période menstruelle, les règles, inévitablement, ont tendance à refluer vers les trompes et finalement, une petite quantité de règles tombe dans le ventre. Donc, contient des fragments d'endomètre. Maintenant, on ne sait pas pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à éliminer l'endomètre qui s'est fixé. Sinon, en temps normal, il y a des cellules qu'on appelle des natural killers, des cellules tueuses, c'est on va rentrer compliqué dans tout les ça, détails, qui vont phagocyter, qui vont détruire ce fragment d'endomètre qui s'est perdu. Mais pour certaines femmes, et c'est là les facteurs génétiques, c'est là les facteurs immunitaires, pour certaines femmes qui peut-être ont, on va dire, des anomalies, elles n'arrivent pas à éliminer cet endomètre-là. Et comme j'ai dit tantôt, endomètre fixé ailleurs, il a tendance à faire la même chose. Sa destinée, c'est grandir avec les hormones, pardon. Et puis, s'il n'y a pas de grossesse, il produit des règles. Ok. C'est une maladie qu'on ne comprend pas bien, il faut dire la chose ainsi. Ce que je viens de développer comme cause n'explique pas toutes les autres formes d'endométriose, parce qu'il y a des formes que ce schéma-là d'explication ne permet pas de caser. Je ne vais pas parler de ça. Si nous en tenons à cette théorie-là, qui est donc la théorie la plus acceptée, on ne comprend pas pourquoi certaines femmes, c'est là qu'on dit que l'endométriose est une maladie énigmatique, mystérieuse. Ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour qu'il y ait du désespoir dans le cœur des patientes ou de ceux qui nous écoutent, mais c'est pour dire, vous l'avez annoncé tantôt dans votre introduction, que c'est une maladie méconnue. Parce qu'on ne comprend pas encore bien. Parce qu'on ne comprend pas encore bien, on ne sait pas rapporter les signes de l'endométriose à l'endométriose. D'accord. Et alors, c'est un peu complexe, hein? Qu'est-ce qui est complexe? C'est la maladie qui est complexe. Oui, c'est la maladie qui est complexe. C'est la maladie qui est complexe. Et c'est vrai que dans la compréhension de la maladie, nous sommes encore en train de chercher. Quand je dis nous, bon, je n'ai pas de laboratoire. Ouais, le monde scientifique est encore en train de chercher à mieux cerner cette maladie. C'est tout ce qui va faire la difficulté de l'endométriose. Parce qu'on ne comprend pas. Et vous savez, un de mes maîtres disait, la non-maîtrise du sujet explique la longueur du discours. On va beaucoup parler, on parle beaucoup de l'endométriose, mais à la fin, tout ce qu'on sait, c'est peu de choses pour l'instant. Mais ce qu'on sait faire, au moins aujourd'hui, il est temps qu'on en parle et qu'on dise qu'on peut faire des choses pour au moins soulager les patientes pour apporter une certaine qualité de vie pour ces femmes-là qui souffrent. Et parfois, quand il y a difficulté de conception, apporter la solution par des voies de contournement. Parce que aujourd'hui, il me semble qu'on peut encore le dire, il n'y a pas de traitement connu, efficace pour éradiquer d'un coup l'endométriose quand on l'a diagnostiquée. Nous reviendrons au cours de cette émission justement sur le traitement, un volet très important. Mais dites-nous, docteur, est-ce qu'il y a des facteurs de risque, des facteurs qui peuvent favoriser cette endométriose-là? Oui. Alors, si on revient toujours à notre schéma d'explication du départ, il y a du sang, naturellement, inévitablement, qui retombe dans le ventre. Et en temps normal, l'endomètre, les petits fragments qui suivent le sang des règles devraient être détruits. Ouais. Les facteurs de risque, c'est si une femme a des problèmes génétiques qui font qu'elle n'arrive pas à éliminer
ce petit fragment qui vient s'implanter dans le ventre. Si une femme a des facteurs immunitaires, des déficiences immunitaires qui font qu'elle n'arrive pas à éliminer l'endomètre, alors là, elle risque de développer l'endométriose. Nous avons aussi dit que l'endomètre est hormonosensible. C'est les hormones de l'ovaire qui font pousser l'endomètre. On peut donc imaginer que toutes les situations pour lesquelles une femme a tendance à produire, on va dire, trop d'hormones, elle risque de développer l'endométriose. La prise de certains médicaments, certains aliments qui induisent à forte production d'hormones. Si on comprend bien également notre schéma, chaque fois qu'une femme a des difficultés parce que son utérus n'est pas bien formé, malformation, donc des difficultés à chasser le sang des règles par l'orifice naturel qui est le col, et que tout ce sang a tendance à retomber dans le ventre, elle a également un facteur de risque d'endométriose. Chaque fois qu'une femme a tendance à trop saigner, trop abondamment, trop longuement, chaque fois qu'il y a, on va dire, trop de sang dans le ventre de la femme, elle risque d'avoir une endométriose. Maintenant, il y a des facteurs environnementaux. Aujourd'hui, on a identifié certains certaines substances toxiques, la dioxine, les phtalates, des pesticides. C'est plus facile à comprendre peut-être. Voilà, pesticides, c'est plus facile. Qui se retrouvent dans nos aliments, n'est-ce pas? Possiblement. Quand vous imaginez que les bananeraies sont gazées à coups de pesticides pour longtemps, donc c'est simple de faire le rapprochement que malheureusement nous en consommons. Moi, je suis de là-haut, de Dapon. Je suis allé en saison depuis l'année dernière. J'ai constaté que les gens sont très intelligents. Plus personne ne laboure. Ouais. Ah ouais? On met des pesticides. Mais le problème, c'est qu'il est difficile de suivre ces pesticides, le chemin par lequel ils passent. Et finalement, ça se retrouve sur nos tables et nous en mangeons. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Pour en finir, un dernier facteur de risque, c'est anciennement dit. Aujourd'hui, ce médicament n'existe pas. Ça s'appelait le Distilbène. Ce médicament induisait chez la mère qui portait son enfant des anomalies chez le fœtus. Et on a remarqué que des mères qui avaient pris ce médicament induisaient la survenue plus tard chez leurs enfants, ce qu'on appelle l'endométriose. Donc les facteurs de risque sont, on dirait, plus ou moins simples. Et ça concerne beaucoup plus la théorie, j'allais dire, que j'avais développée. Il y a aussi d'autres théories qui pensent que on ne sait pas, il y a des cellules pour une raison X ou Y, commencent et changent d'aspect, deviennent endomètres, alors qu'ils n'étaient pas des cellules endométriosiques. Imaginons. C'est l'organisme qui crée ça? Oui, c'est ce qu'on appelle des métaplasies. C'est-à-dire qu'une cellule, exemple, une cellule de la vessie, c'est une cellule de la vessie. Ouais. Elle est une cellule de la vessie. Un jour, on ne sait pas pourquoi, elle devient l'endomètre. Voilà. C'est ça la métaplasie. Et on pense que ça peut être une autre cause de l'endométriose. Une dernière, c'est qu'on pense aussi que l'endomètre, les fragments d'endomètre peuvent passer par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques et se greffer ailleurs. Cette théorie explique certaines endométrioses qu'on a. Je sais par exemple des femmes à qui on a fait une césarienne. Vous faites une césarienne à une femme. Et puis, quand elle a cicatrisé, elle se retrouve avec une endométriose à la cicatrice. Ou chez certaines femmes où on remarque au niveau du nombril, des bourgeons d'endométriose.
Je vous vois glacé. Non, je ne suis pas glacée, mais je suis en train de vouloir comprendre mais comment vous venez de parler des cellules de la vessie qui peuvent devenir l'endométriose. C'est ça que je suis en train d'essayer de comprendre. Je me mets à la place de nos téléspectateurs qui nous regardent. C'est justement la complexité de la maladie. Volontairement, je n'ai pas voulu parler de ces deux dernières théories parce que ce qui semble être habituel et retenu finalement, c'est la théorie de ce qu'on appelle du reflux menstruel. Sinon les autres, on ne s'attarde pas beaucoup là-dessus, mais de toute façon, ce qu'on doit retenir ce soir par rapport à l'endométriose, c'est qu'on ne connaît pas encore assez, on ne comprend pas encore assez. D'accord. On ne comprend pas encore assez. Justement, l'équipe de Santé d'abord nous a réservé une petite vidéo pour nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'endométriose. L'endométriose touche environ une femme sur 10. Et encore, ces chiffres sont sans doute en dessous de la vérité, car la maladie n'est pas forcément accompagnée de symptômes, ce qui la rend difficile à détecter. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'endomètre? Ce sont des cellules qui recouvrent l'intérieur de l'utérus. Sous l'influence des hormones, cette couche de tissu grossit en attente d'un embryon, puis décroît en l'absence d'embryon. Ce sont les règles. Ce qui crée les conditions d'une endométriose, c'est en fait quand certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus, elles peuvent alors s'accrocher à d'autres organes. Or, ces cellules ont les mêmes caractéristiques que l'endomètre et elles répondent au rythme hormonal pendant les cycles menstruels. Conséquence, elles se développent, se congestionnent, puis saignent, ce qui irrite les tissus alentours. Ces cellules créent finalement des lésions et même des kystes sur ces zones. Dans un dossier réalisé en 2013, l'INSERM explique que les endroits les plus touchés sont les ovaires, les ligaments utérosacrés, le rectum, la vessie et le vagin. Plusieurs organes peuvent être touchés à la fois chez une même patiente. Pour les femmes touchées par l'endométriose, cela peut provoquer des douleurs très violentes dans certains cas, pouvant aussi apparaître pendant des rapports sexuels, pendant la miction et pendant la défécation. Dans des cas beaucoup plus rares, les cellules peuvent même migrer plus loin encore, dans les poumons et même au cerveau. Mais les douleurs ne sont pas provoquées uniquement par ces cellules à l'extérieur de l'utérus. C'est ce que les médecins ont détecté au cours des dernières années. L'endométriose est à la fois extra-utérine, avec ses tissus échappés, entre guillemets, mais elle se joue aussi dans l'utérus même. Car à cause de la maladie, ces muscles vont se contracter de manière anarchique, ce qui, pendant les règles, peut même perturber l'écoulement du sang. Tous ces effets sur le corps peuvent alors provoquer l'infertilité. La maladie provoque un état inflammatoire chronique dans le bassin et entraîne aussi des adhérences entre les organes, par exemple ici entre l'utérus et le rectum. Elle peut faire apparaître des kystes sur les ovaires. Tout cela peut perturber les mécanismes de fécondation. Pour les patientes, deux solutions se présentent alors, un traitement médicamenteux qui va par exemple empêcher les règles ou une opération pour supprimer les kystes, les adhérences. Malheureusement, cette maladie est souvent sous-estimée, diagnostiquée tardivement. Il faut environ 6 voire 7 ans d'attente pour les patientes. Voilà, docteur, cette vidéo qui nous situe sur l'endométriose. Oui, dans l'élément, on a bien constaté, tout a été... Qu'est-ce qui se passe? C'est l'endométriose ou quoi? Non, donc tout a été bien ramassé, bien remis à place. Et je voudrais dire que les effectifs de 1 à 2% ou 20%, c'est ça, on dit, sont certainement et sûrement sous-évalués. Parce que, comme on a dit, il y a des patientes qui ne sont pas symptomatiques. Et on pense même que dans certaines sous-populations, des femmes qui ont mal et qui n'ont pas d'enfants, les chiffres vont jusqu'à une femme sur 2. C'est-à-dire 50% des femmes dans ce groupe, cette groupe de population, peuvent être victimes d'endométriose. C'est pour dire que ce n'est pas une maladie aussi rare que ça. C'est pour dire que c'est peut-être une maladie que nous ne savons pas reconnaître.
Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes ici ouais. sur ce plateau. C'est pour dire que l'endométriose, quand on entend même le mot, le nom, on a envie de dire, mais qu'est-ce que c'est encore quoi ça? C'est pas une histoire de blanc. Ça fait trop bling bling, joli, c'est quoi ça? Non, mais ce n'est pas une invention, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et comme on vous l'a expliqué, toutes les femmes ont des règles. Ouais. Et donc, elles ont, pour certaines, un risque d'avoir l'endométriose. Donc, l'endométriose existe et nous en rencontrons des patientes. C'est même pour cette raison que nous avons suggéré à certaines de nos patientes de créer une association pour nous aider à en parler. Et c'est cette association que vous avez dû retrouver pour inviter sur ce plateau. Nous en reviendrons, nous reviendrons parler aisément au cours de cette émission de l'association, docteur. Mais avant, dites-nous, est-ce qu'il y a un âge pour souffrir de l'endométriose? Oui, c'est facile à dire. L'âge serait l'âge du début des règles. Du moment où on n'a pas de menstruation, il n'y a pas de risque d'avoir l'endométriose. C'est vrai aussi qu'on a décrit des formes même chez le fœtus, mais c'est des formes, on va dire, histologiques. Si je n'aimais pas que j'utilise des mots compliqués, c'est-à-dire qu'on a constaté sur des fœtus qui sont avortés médicalement pour d'autres raisons, en sectionnant leur utérus, on a remarqué qu'il y avait déjà à cet âge une localisation de l'endomètre dans la paroi utérine. Ce sont des formes donc comme ça dites, mais parlant donc de l'endométriose telle que nous voulons faire comprendre aujourd'hui et en tenant compte de ce que nous avons donné comme élément de compréhension, d'explication, c'est à partir des règles, à l'adolescence, lorsque les règles commencent, que tout commence. Tout commence avec les règles. Maintenant, docteur, comment faire la différence entre l'endométriose et les menstruations? C'est la question qui revient toujours. Autrement dit, est-ce que toutes les femmes qui sont réglées et qui sont douloureuses ont l'endométriose? Voilà. Non. Non, parce que il y a d'autres causes de douleur au cours des menstruations. Et de plus, tel que décrit, il faut quand même donner un certain temps pour que l'endomètre se développe vraiment à l'extérieur, crée l'inflammation, crée les lésions et finalement devient l'endométriose qu'on conseille et qui est une maladie. Mais ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que les femmes qui ont tendance, les jeunes filles qui ont tendance à avoir déjà mal au cours des règles, sont à considérer comme des jeunes filles ayant un facteur de risque. Pourquoi? Ce sont donc des filles pour lesquelles l'utérus se contracte trop au cours des règles. Qui dit forte contraction dit risque d'échapper des règles vers le haut et donc risque d'endométriose. Il faut quand même dire que la douleur liée à l'endométriose au cours des règles, on appelle ça la dysménorrhée, elle n'est pas pareille que celle qui est, on va dire, simple. Je ne vais pas dire banale, simple. La douleur de l'endométriose au cours des règles, c'est quand même une douleur très importante. C'est une douleur invalidante. C'est la douleur qui fait que la petite fille ne va pas à l'école. C'est elle qui fait qu'elle pleure. C'est elle qui fait qu'elle prend les médicaments habituels, le paracétamol. Elle ne supporte pas. Et c'est elle qui fait que quand elle a des rapports, si elle a un certain âge, elle a mal. Donc la douleur de l'endométriose est quand même très importante. Vous avez demandé la différence. Sur le plan de l'échelle, vous avez encore me dit que c'est compliqué. Sur le plan de l'échelle d'évaluation de la douleur, si on vous dit, si vous avez mal, on vous dit,
écoutez madame, si vous avez mal, on veut voir le degré de votre douleur. On vous dit par exemple, quand il n'y a pas de douleur, c'est 0. Quand la douleur est très forte, extrême, c'est 10. 0, 0, pas de douleur. 10, douleur au top. La douleur de l'endométriose, vous savez combien c'est? Essayez, donnez-moi. 10? Oui, c'est jusqu'à 10. Ouais. Mais le minimum, on va dire, c'est 7. Donc, ce sont des femmes qui ont... Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une douleur, on va dire, simple comme on pourrait avoir une petite contraction de l'utérus. J'évite d'utiliser le mot banal. J'évite qu'on en fasse une confusion. Parce que le challenge est à ce niveau-là. On voudrait qu'on dépiste, qu'on se rende vite compte que les femmes ont une endométriose. On l'a dit dans l'élément, c'est 7 ans en moyenne, le temps qu'on prend pour diagnostiquer la pathologie. C'est 7 ans de trop. Mais malheureusement, il n'y a que ça, la douleur. Qu'est-ce qui fait que c'est si long? C'est parce que, de façon sociétale, on a eu l'impression, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on a dit que la femme accouche dans la douleur, on a comme transposé cette idée-là, comme si les femmes doivent avoir des règles douloureuses. Et chaque fois qu'une femme a eu des règles douloureuses, on dit c'est quoi? C'est comme ça. C'est normal. Et qui dit ça? La première, c'est maman qui dit ça à sa fille. Que ça arrive, ça et ensuite, passer. À l'école, quand elle a mal et qu'elle se tord de douleur, c'est l'enseignant qui dit oh, c'est normal. Elle va à l'infirmerie, on dit oh, c'est comme ça. Et puis, nous les médecins, je me mets dans la critique, les médecins aussi disent ça. C'est normal d'avoir mal. Non. Ce qui est normal, ce sont les règles. La douleur au mois des règles, ce n'est pas du tout normal. Quitte au médecin de chercher la cause après et de dire que ce n'est pas une endométriose. Mais il aurait fait le chemin. Il aurait fait le chemin, j'allais dire. Et c'est à ce style de recherche que nous voulons que l'ensemble du personnel médical, les parents, l'école, tout le monde s'inscrive parce que les femmes en souffrent et malheureusement ont un retentissement sur leur vie de famille, sur toute leur vie, j'allais dire, tout court. D'accord, docteur, vous martelez sur la douleur. Nous l'avons vu aussi dans la vidéo, on a beaucoup insisté sur la douleur. Est-ce à dire que le maître symptôme de l'endométriose, c'est la douleur? Mais tout à fait. Et après la douleur, quels sont les maîtres symptômes? Okay. L'endométriose égale douleur. Douleur, 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 douleur et douleur. Douleur, 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 douleur et douleur. On dit 5 douleurs. Pour faire retenir les étudiants, c'est ce qu'on leur dit. Ça fait les 5 D. C'est donc la femme qui a mal au mois des règles. C'est la dysménorrhée. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une douleur aussi légère que ça. C'est une douleur qui va croissant d'année en année, qui l'empêche de travailler, qui finalement l'handicape. Quand elle a ses menstrues, tout le quartier est au courant. Et Badjongo. Ça, c'est douleur. C'est une femme. Ah, vous voulez plus que je cite les signes? Non, allez-y, justement. Je voulais vous demander, à part la douleur, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres signes cliniques qui indiquent d'autres symptômes, c'est l'infertilité, mais ça, c'est plus tard. Mais la décomposition de la douleur de l'endométriose, c'est la douleur au moment des règles. C'est la douleur au moment des rapports. On appelle ça dyspareunie profonde. La femme, au point où il y a une incapacité totale d'avoir des rapports sexuels. Vous comprenez qu'une femme qui n'a pas de rapports risque de ne pas pouvoir tomber enceinte, a une vie de couple difficile, etc. etc. Mais ce n'est pas la petite douleur. Ce n'est pas la petite douleur. Peut-être que celle qui va venir sur le plateau pourra vous dire, je n'en sais rien. Et les femmes, elle a peut-être suivi les gens les malades, elle pourra vous dire peut-être. Mais c'est une douleur qui
littéralement empêche d'entretenir une vie sexuelle normale. Alors, après, on a dit douleur au mois de règle, douleur au moment de rapport. Ça paraît être à des moments précis. Mais après, au cours de l'endométriose, à un moment donné, elle a mal pratiquement tout le temps. Ovulation, elle bouge un peu. C'est lié au fait que l'inflammation dont on a parlé au départ a gagné tout le ventre. Elle bouge, elle a mal. Vous imaginez, l'inflammation fait que les tissus se collent les uns les autres, se gonflent tout le temps. Et quand vous les bougez un peu, ça saigne. Et chaque fois que ça saigne, ça crée encore l'inflammation. Donc elle est dans un cercle vicieux de douleur et de douleur. Après, quatrième D, c'est la douleur à la défécation. Quand elle va pour faire les selles, le passage des selles, puisque la lésion, puisque l'endométriose, l'utérus est très proche de l'anus. Ouais. L'utérus est proche donc du rectum, là où les selles sont emmagasinées avant la sortie. Donc les selles en passant frottent sur la lésion et ça fait mal. Et plus encore au moment de la menstruation, elle a très mal quand elle va à la selle. Et enfin, quand elle pisse, elle peut avoir mal. C'est ce qu'on appelle dysurie. Dans l'endométriose, tout tourne autour de la douleur. Toute la vie de la femme n'est que douleur. Oui, donc c'est pour ça que quand vous les voyez, ce ne sont pas des femmes joyeuses. Elles sont tout le temps occupées à gérer leur douleur. Elles cherchent la position, elles craignent que les règles arrivent, elles craignent les avances de monsieur le soir, elles craignent tout. Et elles ont peur qu'au boulot, elle ait encore mal. Et voilà, donc c'est toute une vie qui est envahie par la douleur. Et c'est la composante psychologique de la maladie que je suis en train de décrire. Finalement, malgré les médicaments qu'elle essaie de prendre, les médicaments n'arrivent pas à couvrir tout le temps la douleur. Donc, elle est tout le temps en train de penser à comment gérer sa douleur. Introvertie, imaginez. Une jeune fille qui commence son endométriose très tôt. Vous avez vu le déroulé de sa vie? Ouais. À l'école, elle a été sortie tôt parce qu'elle ne tient pas. Elle se débrouille pour apprendre un métier, elle n'arrive pas à s'installer parce que tout le temps elle a mal. Finalement, même si elle réussit dans le cadre professionnel, c'est toujours elle qui a mal. Elle n'arrive pas à se faire le petit ami, même si elle le fait. Le maillage se défait parce que, voilà, lui il ne comprend pas. Oui, il ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et quand il l'accompagne à l'hôpital, il arrive, il espère avoir une explication. C'est malheureusement le médecin qui ne comprend pas aussi, dit « Oh, il n'y a rien ». Il n'a pas totalement tort. Parce que quand on fait les examens, parfois on ne trouve rien. Et donc, elle se retrouve seule face à une douleur. Cette situation... Et finalement, on se demande, est-ce qu'elle est normale? Cette fille-là, est-ce qu'elle ne raconte pas des histoires? Cette méconnaissance de la maladie, le fait qu'elle se sent mal comprise, rejetée parfois, et elle n'arrive pas à rentrer dans tous les cercles, dans la famille. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis de... Oui, les gens ne la comprennent pas. Donc ça fait que c'est toute une vie qui est envahie, dévastée par la maladie, par la douleur. Je comprends un peu, je comprends un peu comment ces femmes vivent toutes ces périodes. Et ça dure presque toute la vie. Oui, parce que l'endométriose, tant qu'elle a les règles, c'est entretenu, la maladie est entretenue. Et ça aggrave. Il y a quelques rares cas, Dieu merci, d'évolution spontanée vers la guérison. Mais même après la ménopause, quand vous me demandez si c'est toute la vie, oui, même après la ménopause. Sinon, normalement, quand c'est avec les règles, après la ménopause, ça devait s'arrêter. Ça devrait s'arrêter. Avoir une vie normale. Mais ça entraînait des dégâts. Et ces dégâts peuvent entretenir la douleur. Je vous explique. Expliquez-nous. Quand vous avez vous voyez la peau, elle est lisse, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais quand vous avez une plaie là, ça se cicatrise. Cette partie n'est plus comme avant. C'est comme la cicatrice demeure. Voilà. La cicatrice, ce n'est plus fonctionnel, c'est rétracté, c'est fibreux, c'est douloureux.
Et la douleur, même s'il n'y a plus la plaie initiale, la partie a une autre façon de raisonner. Donc, il y a en fait ce qu'on appelle un envahissement des nerfs qui sont désorganisés. Et même après la disparition de la lésion de l'endométriose, il y a des séquelles douloureuses. Et donc, ce qui fait que après la ménopause, il y a des femmes qui continuent par avoir mal. Mais aussi, vous savez, quand on dit ménopause, ce n'est pas un tarissement complet, immédiat des hormones. Il y a toujours une petite quantité d'hormones qui circulent dans le corps qui fait que ça entretient malheureusement la maladie et la sensation douloureuse. Alors docteur, à part les signes cliniques que vous venez de citer, est-ce que c'est encore nécessaire de faire le diagnostic? Aujourd'hui, c'est ça le challenge. Est-ce qu'un diagnostic s'impose? Oui, anciennement, c'est ce que... Mais vous voyez une maladie comme ça, qui paraît, bon, pas qui paraît, qui est grave, une maladie qui est aussi grave, une maladie qui demande beaucoup à connaître et dont le traitement n'est pas aisé. On peut pas, donc on s'était dit, on ne peut pas s'amuser à imaginer que c'est ça et donner des médicaments. Donc ce qui fait que on avait tendance à dire qu'aujourd'hui, qu'il fallait absolument faire la preuve de la maladie avant de donner le médicament. Aujourd'hui, l'attitude a changé parce qu'on connaît, on arrive à reconnaître l'endométriose par ces signes. À ces signes cliniques que je viens de dire. Ce sont des situations, on recherche les facteurs de risque, on réunit les signes, 2, 3, on se rend compte et puis on fait aujourd'hui ce qu'on appelle des tests thérapeutiques. Okay. On donne des médicaments pour voir comment ça réagit. Parce que la seule façon de faire le diagnostic avant, de façon certaine, c'était de faire quand même une petite opération qu'on appelle la cœlioscopie. Qui dit cœlioscopie dit regarder dans le ventre avec une caméra. Et c'est quand même une intervention avec tous les risques que cela comporte. Et donc, malheureusement, on a vu des femmes jeunes qui ont été emportées dans pas mortes, mais qui ont subi plusieurs opérations juste peut-être pour faire le diagnostic. La première fois, on n'a pas compris. La deuxième fois, on va voir. La troisième fois, on dit on va aller enlever. Donc, ça fait qu'elles totalisent beaucoup d'interventions dans leur jeune existence sans pour autant, malheureusement, atteindre la guérison qu'on souhaite. Donc, aujourd'hui, on sait regarder les signes, les reconnaître, faire un traitement. Et si on est sûr des lésions qui sont au-dessus donc du traitement médical, c'est en ce moment seulement qu'on opère. D'accord. Nous allons justement revenir sur le traitement au cours de cette émission, mais nous avons rencontré une jeune fille, sinon une jeune dame, Madame Nadège, qui souffre d'endométriose depuis 11 ans. Elle a fait du chemin avec cette maladie. Malgré plusieurs années de soins, les douleurs demeurent comme tout au premier jour. Elle nous raconte son histoire dans ce témoignage. Depuis que j'avais 11 ans. Ça n'a vraiment pas été facile. D'abord, les premiers signes, c'était les douleurs qui revenaient à chaque fois. Et puis, les menstruations ne venaient pas normalement. Je peux avoir les menstrues aujourd'hui, 6 mois après avoir de nouveau les menstrues, mais c'est tout le temps avec la douleur. Donc, au départ, moi, je n'en parlais à personne. J'étais plutôt contente de ne pas avoir les menstrues. Mais c'est mon père qui s'est rendu compte que ça ne venait pas normalement. Il nous a amenés à l'hôpital. Suite à ça, on a fait des traitements, ça n'a pas vraiment pris. On a fait les traitements au niveau de l'indigénat également, ça n'a pas changé grand-chose. Donc j'ai trimballé ces douleurs-là pendant 19 ans, avant qu'on ne me dise que c'est de l'endométriose que je souffrais. Il a fallu que ce soit en 2017, un médecin pédiatre qui m'a appelé pour me dire « Toi, je pense que c'est de l'endométriose que tu souffres. Retourne voir ton gynéco et dis-lui de faire tel et tel examen. » Et c'est là qu'ils ont confirmé que c'était l'endométriose. Donc il faut voir 19 ans avant d'avoir un diagnostic, c'est assez long quand même. Parfois tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas aller au cours, après à l'université, c'était tout le temps toi qui rates les cours. Ensuite quand il y a eu le boulot, c'était pas probable d'aller. Tu restes à la maison 3 semaines en un mois, c'est pas évident. Donc c'est un peu ça. Et puis, il y a une amie qui m'a parlé du docteur Kolani. Quand je l'ai vu, puisque j'avais déjà beaucoup d'informations à force de potasser sur Internet, il m'a juste dit ce qu'il avait, ce que j'avais déjà vu
Bon, il m'a demandé à moi-même ce que je savais sur la maladie, je lui ai répondu. Il m'a dit que c'était tout. Il faut dire que dans ma tête, pour moi, après l'opération, je n'aurais plus de douleur, rien. Mais non, même après l'opération, les douleurs sont revenues. Après, il a fallu suivre un traitement de nouveau pour arrêter les menstruations. Et même après une grossesse, ça ne passe pas. Toujours pas. Il y a toujours les douleurs. Donc, dès que tu arrêtes le traitement, ça revient. Avec le temps, ça devient encore comme avant. C'est comme ça, c'est une maladie. On pense qu'on guérit avec la grossesse ou après l'opération, mais ce n'est pas vrai. On traite les symptômes et puis il faut dire que l'opération a permis d'enlever les adhérences et autres, ce qui soulage un peu au niveau de la douleur, parce que plus il y a d'adhérences, plus il y a de points endométriosiques, plus tu souffres. Quand on en enlève, tu as moins de douleur, mais avec le temps, ça revient. C'est un truc qui repousse à chaque fois. Tant que tu as les règles, ça va revenir. Mais même parfois après la ménopause, puisque souvent on dit que c'est à la ménopause que ça s'arrête. Mais comme il y a des lésions, même après la ménopause, il y a des cas de récidive d'endométriose. Je suis mariée, j'ai un enfant. Ça n'a pas été facile pour l'avoir, mais grâce à Dieu, j'ai un enfant. Ce qui voudrait dire qu'on a quand même des chances, même si c'est de toutes petites chances, on a des chances d'avoir des enfants avec l'endométriose. C'est vrai que quand le diagnostic fit, vous avez plus de chances que quelqu'un qui a traîné très longtemps avec la maladie. Plus vous traînez, plus vous réduisez vos chances d'avoir des enfants. Et c'est pour cela que nous avons besoin qu'on en parle. Ce n'est pas une maladie des Blancs, ce n'est pas une nouvelle maladie venue. Imaginez, ça fait 19 ans, j'ai passé près de 19 ans avant de me dire, voilà le nom de ce que tu as. Tout le monde te regarde, c'est comme si tu es folle, c'est toujours toi qui inventes des choses, tu es la plus paresseuse, tu es la plus dépensière parce que tout le temps tu es à l'hôpital. Imaginez combien ça coûte. Chaque mois d'être à l'hôpital, d'avoir droit aux injections, d'être tout le temps en train de faire des soins et pourtant il n'y a pas d'amélioration. Imaginez un peu la peine que tu as face à tout le monde, ton entourage d'abord qui ne te comprend pas, tes amis, tes professeurs, avant de parler des collègues et de tout le reste. Voilà, docteur, nous avons écouté, nous avons suivi l'histoire de Nadège. Nadège qui souffre d'endométriose. Il y a eu, après 19 ans, le diagnostic n'a été posé qu'après 19 ans. Ce n'est quand même pas facile. Et elle a parlé aussi de chance. Elle dit qu'elle a eu chance d'avoir un enfant. Est-ce à dire que l'endométriose peut causer l'infertilité? Je voudrais la féliciter. Elle a bien parlé. Elle a dit ce que je ne saurais pas dire. Oui, l'endométriose, le fait que les lésions sont dans le ventre, ça peut se localiser sur les ovaires. On se souvient que l'ovaire, c'est l'élément qui donne les ovules. Donc ça peut dérégler le fonctionnement des ovaires, donc limiter la chance de tomber enceinte. On a dit aussi que le fait qu'il y a un processus inflammatoire, faisons simple, c'est comme du feu dans le ventre. C'est comme du feu dans le ventre. Ça brûle, les organes se collant les uns aux autres, finalement, ça adhère. Les cicatrices font que les organes sont fixés. Et en temps normal, il aurait fallu qu'une trompe soit libre pour attraper les œufs. Comme la trompe est fixée, elle ne peut pas le faire, donc ça entrave. Même ce processus inflammatoire, comme j'ai dit, du feu, ne crée pas une situation favorable pour les spermatozoïdes de survie. Donc tout ceci rend difficile le fait de tomber enceinte. On a aussi dit, elle n'arrive pas à avoir des rapports, comment vous voulez qu'elle tombe enceinte. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une situation qui favorise, et c'est pour ça que l'infertilité est citée comme deuxième symptôme de l'endométriose après la douleur. Et c'est pour ça qu'on dit et qu'on veut faire bien comprendre que les populations des femmes infertiles, ce n'est pas rare de voir qu'elles ont l'endométriose. 50%. D'accord, docteur. Alors, docteur, nous aussi, nous avons fait une descente dans la rue
pour poser la question aux citoyens de savoir est-ce qu'ils connaissent l'endométriose. Est-ce qu'ils connaissent l'endométriose? Qu'est-ce qu'ils savent sur la maladie? Voici quelques réponses. Je n'ai jamais entendu parler de l'endométriose. C'est ma première fois. Et sincèrement, je ne connais rien là-dessus. Vous n'avez jamais entendu parler? Rien du tout, rien du tout. C'est pour ma première fois même d'entendre le mot. Voilà. J'ai une vague idée sur cette maladie. Je ne sais pas si c'est encore les fibromes ou bien ça a un lien avec les kystes. Mais je sais que c'est une maladie qui est gynécologique quand même. J'ai une fois entendu parler de ça, mais je n'en connais pas trop ce que c'est. Ce que j'ai mes amis de service, d'habitude, elles parlent de maux de bas-ventre. Et l'autre dit que peut-être elle a ce problème, mais elle ne savait pas. Puisque d'après la personne même qui souffre, elle a dit qu'elle a fait toutes les analyses possibles pour savoir de quel problème elle souffre, mais elle n'a pas d'issue favorable. Donc, sa seconde lui parlait de l'endométriose, que c'est un problème qui est là, mais la maladie se cache, que c'est difficile à détecter en fait. C'est tout ce dont je connais. Alors, je l'annonçais en début d'émission que dans la deuxième partie, nous aurons avec nous la présidente d'une association dénommée l'endométriose et nous, Madame Nadège Avla Adigoud. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue sur le plateau de santé d'abord. Merci. Vous êtes la présidente de l'association l'endométriose et nous. Oui. Parlez-nous de votre association. C'est une association qui est née en octobre 2021 suite à ce constat amer que les femmes qui souffrent de l'endométriose sont souvent seules. Et elle est née par la collaboration de 3 personnes, Madame Elodie Awissa, le docteur Kolani et moi-même. D'accord. Et quelles sont les activités que vous menez concrètement sur le terrain? Nous sensibilisons les gens par rapport à cette maladie pour qu'elle soit reconnue. Et également, nous faisons un suivi, un accompagnement pour les femmes qui en souffrent, pour qu'elles ne se sentent pas seules. Parce que le premier problème quand on souffre de l'endométriose, c'est qu'on est isolé de la société. Donc c'est souvent difficile de se retrouver seul, de ne pas avoir quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui parler. Donc nous sommes là comme soutien pour toutes ces femmes-là et également pour leur famille. D'accord. Docteur, vous êtes un membre fondateur de l'association. Je le constate. Non, mais vous savez, c'était difficile d'être, on va dire, au four et au moulin et de s'occuper de ce que nous on sait mieux faire et d'en parler. J'ai quand même noté avec satisfaction que les choses avancent. La jeune femme a dit qu'elle savait ce qu'il en était et puis elle allait même très loin dans ses explications. Donc c'est grâce à des mouvements comme celui que l'endométriose nous fait qu'on peut atteindre la cible, on peut atteindre la population et faire comprendre que c'est une maladie qui existe, qu'on peut la reconnaître et qu'il est important qu'on se fasse diagnostiquer tôt pour éviter donc ces conséquences difficiles dans la vie. Pour se faire diagnostiquer tôt, il faut savoir à qui s'adresser. C'est le rôle de l'association aussi, c'est ce qu'ils disent. Oui, l'association, c'est ce qu'elle dit. Elle veut être une courroie de transmission entre les patients qui sont perdus et nous, les médecins, qui pourront diagnostiquer la maladie et aider les patients à trouver une certaine guérison. Je dis une certaine guérison. D'accord, docteur. Quand on a des signes qui s'apparentent à l'endométriose, tous ces signes que vous nous avez cités ce soir, quand on a les signes qui s'apparentent à l'endométriose, quand et qui consulter? Un médecin gynécologue. Et vous l'avez dit dans votre témoignage que c'est une pédiatre qui a révélé le nom de la maladie pour la première fois à Madame Adigoud.
Donc, on voudrait d'abord que, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une maladie gynécologique. On voudrait d'abord que le gynécologue soit à la hauteur de, on va dire, de la pathologie qui la concerne. Mais on a aussi remarqué que l'endométriose est polymorphe à plusieurs formes et que la localisation des lésions peut parfois faire l'entrée en scène par une autre façon autre que gynécologique. Ce n'est pas toujours des femmes qui ont des douleurs pelviennes. C'est une femme qui a des douleurs abdominales. On vous a dit que des localisations peuvent être au poumon. C'est une femme qui crache du sang. Même dans le cerveau. Donc, selon la localisation de la maladie, ça va appeler le spécialiste de l'organe, un gastro, un pneumologue ou que sais-je encore. Mais il va falloir qu'aujourd'hui, tous ces spécialistes-là, même si la maladie au départ est une maladie gynécologique, il faut que tous ces spécialistes comprennent, apprennent à reconnaître la maladie parce que tout le monde est invité à rentrer dans le diagnostic puis dans le traitement. Vous imaginez, quand une lésion est sur l'intestin, ce n'est pas le gynécologue qui va pouvoir le faire correctement. Bien sûr. Voilà. C'est un hépatogastro. Alors docteur, quand est-ce qu'on peut parler de complications? Complications par rapport à l'endométriose. Oui, c'est lorsque cette première ligne-là est dépassée de lésions, de douleurs, et que nous allons vers d'autres retentissements, par exemple, on l'a dit, des saignements brûlants de l'intestin, des lésions toujours au niveau de l'intestin qui entraînent des blocages qui font que la personne fait ce qu'on appelle une occlusion, ou encore des lésions au cerveau et la personne fait un accident vasculaire cérébral, ou dans l'œil. Oui. Même dans l'œil? Oui, même dans l'œil, des cas ont été décrits dans l'œil. Donc chaque fois que nous dépassons les premières limites de la symptomatologie que je viens de décrire et que nous rentrons dans d'autres manifestations qui ressemblent à d'autres maladies qui n'est pas l'endométriose, ce sont des complications. D'accord, docteur. Madame Nadège, votre association donne de l'espoir à toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose. Et moi, j'ai bien envie d'être membre de votre association. Est-ce possible ou bien qui peut être membre de votre association? Toute personne qui souffre de l'endométriose, toute personne qui a une sœur, un parent, un ami qui souffre de l'endométriose peut être membre de l'association. Parce que nous avons besoin que beaucoup d'autres en parlent autour pour qu'on puisse connaître et arrêter de ridiculiser celles qui en souffrent. Vous avez compris que vous pouvez être maman. Je peux être maman, assurément. Alors, ça me rassure. Alors, docteur, comment guérir de l'endométriose? La guérison peut être spontanée. Et naturellement, ça vient comme ça. La guérison survient dans certains cas à l'issue des traitements. La guérison peut survenir effectivement après la grossesse. Ce n'est pas une formule à donner, à s'aimer dans l'esprit des gens, parce qu'après c'est la grosse déception. Ils se disent, on m'avait dit que dès l'instant où j'aurai la grossesse ou que j'accoucherai, je vais en guérir. Donc la guérison est, on va dire, aléatoire. Nous avons compris qu'aujourd'hui on n'a pas le traitement choc sur l'endométriose. On peut imaginer que les lésions étant fixées ailleurs, il suffit d'aller les couper et on en guérit. Oui, c'est lorsque nous avons des lésions localisées, focales. Imaginons par exemple ce qu'on appelle un kyste dans l'ovaire qui est endométriosique. Si on enlève le kyste et qu'on enlève bien, on peut en guérir. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On a toujours l'impression qu'on dit à tort que ce sont des récidives. Ce n'est pas une récidive. C'est parce qu'on a dit que les fragments d'endomètre sont continuellement posés dans le ventre. Et il est difficile au moment où on est en train de faire le traitement chirurgical qui se vanterait de tout enlever. On ne peut pas vraiment identifier toutes ces lésions. Donc, vous enlevez ce que vous voyez, mais ce que vous n'avez pas pu enlever, prendre le relais. Ça fait qu'il y a une phase d'accalmie et après, ça se réveille. Au moment où vous privez, elle a également dit, vous faites en sorte que l'endomètre ne grossit pas, donc ne se manifeste pas, ça marche. Mais dès que vous lâchez le traitement,
il prend le temps de repousser et les manifestations reviennent. Recommence. D'accord, nous avons aussi rencontré l'une de vos patientes, Madame Elodie. Madame Elodie, qui souffre aussi d'endométriose, cette maladie qui perturbe sérieusement sa vie. Et comment vit-elle au quotidien avec cette maladie? Quel impact cette maladie a sur sa vie de couple? Suivons aussi son histoire dans ce témoignage. J'avais 11 ans. Donc ça a commencé avec des douleurs et j'avais des problèmes gastriques. C'est-à-dire à chaque fois je faisais la diarrhée. Donc on allait à l'hôpital, mais bon, à l'hôpital, ils ont juste dit qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit et que ça allait passer. Donc je prenais juste des calmants contre les douleurs de temps en temps et puis ça passait. Après, ça s'est brusquement compliqué. Après une fausse couche que j'ai faite, c'était une fausse couche assez tardive, à 6 mois, en fait, qui a beaucoup saigné. Donc après cette fausse couche-là, 1 mois après, les douleurs sont devenues immédiatement, elles sont devenues chroniques. C'est-à-dire que j'avais mal 24 heures sur 24, de nuit comme de jour. Donc on a géré ça pendant plusieurs mois, soit c'était les pilules, c'était les anti-inflammatoires, c'était les antidouleurs. Mais à chaque fois que les effets finissaient, la douleur revenait. Donc à un moment, le médecin a commencé par penser à une endométriose. Et on a fait une célioscopie. Et quand on a fait la célioscopie, ils n'ont rien trouvé. On a fait des échographies aussi, il n'y avait rien. Mais j'avais tous les signes de l'endométriose. J'avais les douleurs, j'avais les diarrhées, les dyspareunies, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est les douleurs lors des relations sexuelles. Donc au final, ils ont voulu faire, pour poser vraiment le diagnostic, ils sont allés au toucher, pour toucher toutes les zones où j'avais mal. Parce que ces zones-là sont rugueuses en fait au toucher. C'est-à-dire c'est dur en fait au toucher. Voilà, donc ce n'est que comme ça en fait qu'ils ont pu poser le diagnostic. Seulement, ils ont conclu à une endométriose profonde. C'est-à-dire que ça s'est infiltré dans les tissus. Ce qui fait que sur la paroi, on ne voit rien. Mais avec une IRM par exemple, on peut voir à travers les tissus et pouvoir voir les lésions, repérer les lésions. Donc c'est comme ça qu'on a pu poser le diagnostic de l'endométriose. La prise en charge, elle est longue et on continue jusqu'à présent. Au début c'était les antidouleurs, ensuite c'était les pilules hormonales pour faire des pauses entre les périodes. Et puisque ça ne passait pas, les douleurs augmentaient de plus en plus. On est allé au deuxième palier des antidouleurs, Tramadis, Straba et tout. Mais à un moment aussi, ça ne fonctionnait plus, ça ne répondait plus. Et les douleurs étaient chroniques. C'était tout le temps, quoi. Je dors avec, je me réveille avec. Et on a décidé de faire un traitement au Decapeptyl. Le Decapeptyl, c'est un médicament en fait, qui te met en ménopause artificielle. Donc tout s'arrête. Tu as tous les signes de ménopause normale. Donc on a fait ça pendant 6 mois. Donc durant la période des injections, les douleurs se sont calmées, mais dès la fin, les douleurs sont revenues. Et voilà, on gère jusqu'à présent. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Le premier a été très difficile. Mais le second et le troisième sont venus comme ça, sans même qu'on ait prévu. Voilà. Ces moments qui sont censés être des moments de joie qu'on partage avec l'autre, parfois c'est un vrai calvaire. C'est-à-dire que tu as mal. D'abord, tu as ta douleur que tu as tout le temps, qui te rend difficile d'accès et nerveuse aussi. Et maintenant, il y a cette douleur liée aux relations sexuelles qui gâche l'ambiance un peu. Et il y a cette culpabilité-là parce que tu réalises en fait que tu n'es pas en mesure de satisfaire ton conjoint comme il voudrait. Tu n'es pas disponible quand il a besoin de toi. Tu n'es pas là. Tu es toujours dans ta bulle de douleur et ça rend difficile la vie de couple. C'est comme si tout tournait autour de toi. Voilà. Alors docteur, voilà l'histoire de Madame Elodie, son quotidien qui est vraiment touchant. Elle a touché aussi du doigt le traitement. Oui. Ce qu'il faut retenir, on va plus s'éterniser là-dessus, mais au sortir la difficulté du traitement. En ce sens que voilà une jeune femme
qui a des projets de maternité et qui a mal. Et on dit que c'est une maladie hormonosensible, c'est-à-dire que chaque fois que vous bloquez le cycle, elle se sent bien. Mais il faut se rendre compte que chaque fois que vous arrivez à bloquer la douleur, c'est que vous êtes anti-grossesse. Voilà la difficulté de la prise en charge de l'endométriose. C'est qu'on ne peut jamais prendre, on n'arrive pas à prendre en même temps en charge, en même temps et la douleur et le désir de maternité. Elle a cité tout, hein, elle a bien cité dans l'ordre de tout ce qui s'est fait. Et je voudrais également insister sur le fait que, vous voyez, nous on est passé du temps avec elle, mais on n'a pas pu faire le diagnostic à temps. Tout simplement parce qu'on a des difficultés d'évaluation. On a des insuffisances parfois dans l'interprétation de ce que nous avons comme élément de diagnostic. L'échographie, qui est donc le premier examen qu'on utilise, ce n'est pas n'importe qui sait faire l'échographie d'une endométriose. Il faut une formation. C'est pour dire que nous, les médecins et les gynécos, nous devons encore aller à l'école de l'endométriose. Apprendre à reconnaître déjà simplement par le parler de nos patientes, savoir les écouter, identifier les malades qui ont besoin de l'écoute, parce que vous avez vu, elles n'ont besoin que d'abord de ça, qu'on les comprenne. Ouais. Mais quand on doit faire des examens, qu'on sache quel examen il faut faire. Après, quand ça sort de nos bureaux, ceux qui prennent le relais, les radiologues, eux aussi, ils sont invités à apprendre à reconnaître, à aller à la formation de la connaissance de l'endométriose. C'est seulement comme ça qu'on peut créer un cercle de preneurs en charge de l'endométriose. Ailleurs, c'est organisé. Ailleurs, c'est même une politique d'État. Tout dernièrement, il y a eu ce grand discours-là de celui que je ne nomme pas, qui est sorti. Il en a fait une politique nationale. Et ce n'est pas un rêve. Je crois que ça commence toujours comme ça, pour que finalement, quand on partage l'idée avec les collègues, j'ai dit que les gastros sont impliqués, les pneumologues et tout, on crée un cercle. Ce n'est pas une maladie qu'un seul médecin, gynéco ou que sais-je encore, peut se vanter de pouvoir maîtriser. Nos patientes que nous avons là, elles nous dépassent. L'endométriose est difficile pour la patiente qui le vit, mais aussi difficile pour le médecin. Nous ne trahissons pas nos difficultés. Nous sommes tenus de garder la tête haute devant elle. Mais quand vous savez qu'elle va rentrer, qu'elle va vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas beaucoup de réponses et que vous faites toujours un fin de non-recevoir de ce qu'elle a, c'est difficile pour nous. Heureusement que les recherches continuent dans ce sens. Hein? Oui, mais c'est pour dire que cet ensemble, parce qu'à chaque fois, il faut apprendre à discuter en groupe pour pouvoir cerner le traitement. Madame Nadège, comment venez-vous en aide à toutes ces femmes qui souffrent de l'endométriose comme vous? Le premier point sur lequel nous les aidons, je l'ai dit tantôt, c'est par l'écoute. Le fait de se sentir en famille, de se sentir comprise. Ensuite, on essaye de les orienter vers un médecin qui pourrait les suivre. Concrètement, pas vers n'importe quel médecin ou un médecin généraliste, mais vers des gynécologues qui pourraient leur expliquer ce dont elles souffrent, leur donner le traitement adéquat. Parce qu'il y a certains cas où elles s'orientent vers n'importe qui, reçoivent n'importe quoi comme traitement et se retrouvent dans d'autres situations un peu plus graves. Donc nous essayons de les orienter, d'être le relais entre ces dames-là et les médecins qui peuvent, les gynécologues qui peuvent les aider à soigner en quelque sorte leur maladie. Le docteur avait déjà amorcé les défis, les attentes au niveau des médecins pour le traitement, un meilleur traitement de l'endométriose. Et vous, en tant que président de l'association, quelles sont vos attentes aujourd'hui? On attend d'abord que cette maladie soit reconnue. Ils ont lancé dernièrement les calendriers pour les journées des maladies et autres, mais vous n'allez voir nulle part dedans la journée pour l'endométriose. Il faudrait qu'on reconnaisse cette maladie-là pour toutes celles qui en souffrent, qu'on reconnaisse et qu'on forme plus nos médecins.
qu'ils soient plus à l'écoute. Parce que s'ils ne sont pas formés, ils vont voir, mais ils ne sauront pas ce que c'est. Le docteur l'a dit tantôt. Ils ont besoin d'être formés. Et pour cela, ils ont besoin d'argent. Parce que se faire former, ce n'est pas facile. Ils ont besoin qu'on les appuie, qu'on les forme pour qu'ils puissent nous aider réellement. On a besoin de beaucoup plus de recherche par rapport à l'endométriose. Et pour finir, que les parents comprennent que ce n'est pas faire le bébé, ce n'est pas être folle ou inventer des situations, mais c'est des douleurs qui sont réelles. Merci beaucoup, Madame Nadège. Merci. Les parents sont là, ils sont à l'écoute et on vous souhaite aussi bon vent. On est sûr que vos voix vont porter plus haut pour la bonne cause, sinon pour la cause de toutes ces femmes qui souffrent de l'endométriose. Merci. Docteur, voilà, nous sommes à la fin de l'émission de ce soir. Quel message avez-vous? Un dernier message à l'endroit de toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose. C'est de ne pas désespérer. De ne pas désespérer parce que, quoi qu'on dise, il y a quand même une façon de trouver un certain répit par rapport aux douleurs qu'on a. Il y a beaucoup de traitements, des traitements qu'on peut associer et la prise en charge psychologique qu'il ne faut jamais négliger. Il y a d'autres alternatives aussi de traitement, le yoga, les méthodes de Mama, l'acupuncture, tout ça là qu'il faut savoir. C'est nous les médecins, nous devons savoir intégrer tout ceci. Parce que quand on rentre dans nos bureaux et qu'on ne prescrit que, et après on se rend compte qu'elle revient, il faut savoir diversifier ces traitements. Et pour celles qui n'ont pas d'enfants, aujourd'hui il y a beaucoup de moyens, beaucoup de techniques qu'on peut utiliser pour leur permettre d'avoir des enfants. Ce n'est pas aussi fini. Je voudrais aussi dire par rapport à nous les médecins, les gynécologues en particulier, que nous avons malheureusement dans le passé suivi des patientes, observé, les regarder jusqu'à ce qu'elles ne finissent leur vie génitale sans avoir eu des enfants. Tout simplement parce que l'endométriose était là. Mais ça ne suffisait pas pour échapper à ce verdict-là final. Il aurait fallu peut-être à un moment donné penser, préserver le capital des ovaires. C'est ce qu'on appelle la préservation de la fertilité. Il faut maintenant commencer par le penser et c'est possible déjà à Lomé. Dernière phase que j'aime dire, c'est qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. On ne cherche que ce que l'on connaît, on ne connaît que ce que l'on comprend. Je crois que c'est aussi le lieu d'inviter les conjoints, les maris à mieux comprendre aussi leurs femmes. Les femmes qui souffrent d'endométriose. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de Santé d'abord de ce soir. Et je rappelle que nous étions avec docteur Jean-Claude Akolani. Il est gynécologue obstétricien. Merci aussi à madame Nadège Avla Adjigou, présidente de l'association L'endométriose et nous. Merci à la régie, à l'équipe de Santé d'abord, à madame Carole Peto. On se retrouve le mardi prochain. Au revoir.